J'ai fait un burn-out, deux. Un en 2017 et un en 2020 où là j'ai dit non mais là c'est plus possible. Il y a un réel qui a popé qui a fait donc en novembre 2024 qui m'a fait passer du simple au double en fait. Ouais. On a été 10 000 sur Instagram. Sur l'année 2023 j'avais fait 1 900 € de chiffre d'affaires annuel et en 2025 donc de janvier à septembre là on est à... Aujourd'hui, on est deux Marion puisque je suis en compagnie de Marion, ancienne prof d'espagnol reconvertie dans l'artisanat. Elle vit désormais à 100% de ses créations artisanales en bois pour les enfants grâce à la vente en ligne. Elle va nous dévoiler dans cette vidéo tous les secrets derrière sa marque Bout de Bois. Hello Marion! Salut Marion! Je suis trop contente que tu sois là. Moi aussi. C'est la première fois qu'en plus on accueille une artisane dans notre atelier, dans notre studio de tournage. Donc c'est trop cool parce que c'est vrai que d'habitude on allait chez chaque créatrice et là on a un petit peu changé le fonctionnement. On profite du fait d'avoir un local maintenant. Donc trop cool. Trop bien, ouais, c'était pas trop loin donc c'est bien. Ouais, en plus t'es de Nantes, toi c'est ça? Oui. Hein, ouais, donc trop chouette, c'est vraiment moi c'est Rennes, donc ça va, ça se fait bien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire un petit peu ce que tu fabriques pour les gens qui ne te connaissent pas? Donc, je m'appelle Marion, j'ai 32 ans, j'ai créé la marque Bout de Bois en septembre 2022. Okay. Je crée des jeux en bois pour enfants avec aussi de l'impression 3D, des créations en tissu, voilà, différentes créations pour les enfants. Ouais, c'est ça. Le fil conducteur, c'est pour les enfants. Et on va revenir après aussi sur l'intérêt, mais c'est globalement des outils pédagogiques. Oui. Mais en termes de matière, finalement, il n'y a pas que le travail du bois. Non. Ouais, ça va être trop intéressant de découvrir tout ça. Qu'est-ce qui t'a déjà donné envie de te lancer dans l'artisanat? Parce que comme je l'ai dit dans l'introduction, tu es une ancienne professeure. Oui. Donc c'est quand même pas du tout le même métier. Comment ça s'est passé finalement? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le changement de vie que tu as eu? En fait, c'est un parcours malheureusement un peu typique maintenant, c'est que j'ai fait un burn-out. Deux. Un en 2017 et un en 2020 où là j'ai dit non mais là c'est plus possible. Ouais. Et je m'étais complètement déconnectée de ma tête et pendant l'arrêt maladie, le besoin ça a été de revenir aux choses de mes mains, enfin faire avec mes mains. Et quand j'ai vu le bien que ça me faisait, je me suis dit non mais c'est là-dedans qu'il faut que je m'épanouisse en fait. Sachant que du coup c'est quand même assez long j'imagine les études pour devenir professeur. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas Donc j'ai fait un master en sciences de l'éducation, donc c'est un bac plus 5 et j'ai passé le concours de prof d'espagnol donc pour enseigner dans le secondaire en 2015. Mais avec un diplôme dans le monde de l'éducation quand on ne veut plus enseigner, ouais. Il n'y a pas beaucoup de choses qui s'ouvrent à nous, ouais. Donc il a fallu voilà, creuser les méninges et trouver quelque chose à faire. Et l'entrepreneuriat, pour ça, c'est une belle porte, parce qu'au final, il n'y a pas de diplôme pour entreprendre, donc finalement, ça peut ouvrir des voies. Et toi, tu as choisi du coup l'artisanat. Ouais. Prof d'espagnol, du coup, c'était quelque chose, enfin, j'imagine que tu as des origines espagnoles ou... Pas du tout. Comment tu as choisi ça? Par curiosité. En fait, c'est le parcours, tu sais, tu fais tes études, tu avances, tu te dis, bon, je parle bien espagnol, ça va. Ah ouais. Okay. Et puis, voilà, j'aimerais bien enseigner, j'aime bien l'école, j'aime bien l'éducation, mais je vais rester là-dedans. Et puis un jour, on se réveille en se disant, mais en fait, est-ce qu'à un moment, je me suis posée en me disant qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et voilà, c'est juste ne jamais être sortie de l'école jusqu'à ce que, ah non, finalement, on peut faire autre chose en dehors de l'école. Ok, donc tu as vraiment enfilé là-dessus, finalement, sans trop réfléchir. Et puis, par instinct, mais sans vraiment te poser sur ce que tu voulais, quoi. C'est ça. Et c'est intéressant parce que du coup, tu t'es reconvertie dans l'artisanat, mais tu aurais pu aussi te dire, j'en peux plus du système dans lequel je suis, du métier dans lequel je suis en termes d'environnement. Du coup, je vais me reconvertir en professeur, tu sais, à distance, quoi. Ouais. Et non, ça n'a pas été un choix pour toi, une option Non. Mais parce qu'avec le virtuel, j'ai du mal, en fait. Enfin, tu vois, comme là, pour moi, le fait de pouvoir, en plus de mettre un visage, il y a quelque chose qui se passe en termes d'énergie, en termes d'odeur, en termes de... Et pour moi, transmettre et enseigner, il y a besoin de ce contact-là, en fait. Ok, donc pour toi, tu n'envisageais pas le côté vente, enfin, cours en ligne, du coup. En ligne, non, pas du tout. Ouais, okay. Pas du tout. Puis à un moment, il y a eu un ras-le-bol de l'enseignement en disant servir le monde de l'éducation, oui, mais enseigner, non. Ok. Ouais, c'est intéressant comme... Et qu'est-ce qui t'a finalement un peu dégoûté? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ça? En fait, ça a surpris beaucoup de collègues, même au niveau de la hiérarchie, parce que ça se passait bien avec les élèves, ça se passait bien avec les collègues, avec les parents d'élèves, mais juste, c'était trop de stimuli, en fait. Okay. Trop de bruit, trop de lumière, trop d'interactions, trop de madame. Ouais. Voilà. Et puis, j'ai eu mes deux enfants, et il y a un moment où on se dit, quand on a de la patience à longueur de journée, et qu'en rentrant chez soi le soir, en disant, tu bouges pas, tu parles pas, maman est fatiguée, je fais, non, en fait, je peux pas donner tout mon temps pour les enfants des autres et que les miens en payent les pots cassés. Ouais, c'est vrai que moi-même j'ai une petite fille depuis pas très longtemps et ça t'apprend la patience. Donc c'est clair que oui, si t'as déjà plus de patience le soir,
tu devais être un petit peu dégoûtée de ça, quoi. Tu t'es lancée dans le bois, alors tu vas nous expliquer après, il n'y a pas que le bois, mais j'ai l'impression que c'est quand même ton fil conducteur, la matière principale. Ouais. Qu'est-ce qui t'a décidé? Parce que le côté pédagogique, on voit bien le lien et je pense que tu as dû penser à ça assez naturellement. Mais alors pourquoi le bois? Comment t'en es venue à ça? Est-ce que tu peux nous dire un peu? Ça s'est fait vraiment progressivement parce qu'au départ, c'était pas bout de bois. Ok. On était sur Schooling & Co, qui était inspiré du co-schooling. Et du coup, l'idée, c'était de faire le lien entre l'école et la maison et emmener les apprentissages à la maison et avoir tout ce côté-là. Donc au départ, on était vraiment sur des fichiers pédagogiques. Il y avait des box que j'envoyais avec des fichiers numériques parce que les parents souvent manquaient de temps pour pouvoir découper, etc. Et je me suis dit, mais c'est vraiment trop dommage, en fait. J'ai d'autres compétences, d'autres savoir-faire que de découper du papier et de l'envoyer. Et je me suis dit, le travail du bois, tout le monde ne peut pas le faire. Et moi, j'ai le souvenir de mon papa qui bricolait beaucoup, où on touchait beaucoup le bois. Et l'avantage avec le bois, en tout cas tel que je l'utilise, c'est que c'est de la commande numérique. Et donc ça se passe sur ordinateur à la base. Et donc j'étais sur de la mise en page comme je l'ai toujours fait. Et j'envoie la commande à la machine. Et du coup, c'est pour ça que progressivement, j'ai pas eu à apprendre des machines, tu vois, pas de sculpture, pas de choses comme ça. C'est pas de l'ébénisterie, enfin de la menuiserie ou quoi. On travaille le bois, mais par un procédé d'interface numérique et de découpe numérique, quoi. C'est ça. Donc je me suis dit, je pars de ce que je sais faire. La mise en page, les outils numériques, c'est quelque chose que je maîtrise. Maintenant, je vais l'emmener vers le bois. Et voilà, derrière, il y a tout le côté ponçage, assemblage, etc. Mais vraiment... ça s'est fait progressivement, quoi, en me disant comment je peux apporter de la valeur ajoutée autre que du papier et des feuilles qui sont plastifiées. En fait, j'ai autre chose à apporter, en fait. Et ça, t'as aussi vu des personnes qui faisaient ça à l'époque ou pas forcément Peu. Parce que j'ai l'impression que ça se développe de plus en plus, le travail du bois comme ça en découpe. Mais c'est vrai que, je sais pas, à l'époque, tu t'es lancée, t'as dit, en 2022 2022, ouais. T'en trouvais pas forcément? Pas des masses, non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Moi, j'ai toujours cette source d'inspiration, du coup, en espagnol, où ça a toujours été le cas, où j'ai vu aussi des petites choses. Et c'est toujours cette difficulté-là entre ce qu'on voit à droite, à gauche, et de se dire, mais en fait, non, ce que je suis en train de créer, c'est vraiment propre. Et du coup, voilà, non, tel que je l'ai proposé, j'en ai pas vu. Ouais, ok, c'est intéressant. Comme on disait, tu fais découper tes créations au laser, il y a aussi un procédé d'impression 3D, enfin, il y a pas mal de choses. Tu fais aussi ta propre pâte à modeler, tu me disais tout à l'heure en coulisses. Comment tu t'es formée à tout ça? Est-ce que tu peux nous expliquer? Tu as commencé par le bois, tu as dû commencer par directement le découpe laser, mais est-ce que tu savais déjà utiliser, tu vois, une découpeuse laser? Non, en fait, j'ai vraiment appris sur le tas au fur et à mesure. Et j'ai ce besoin, en fait, d'apprendre. C'est vraiment quelque chose qui me nourrit. Et tu vois, ce côté un peu multipotentiel que voilà, j'ai découvert aussi en 2018. À un moment, tu te casses la figure en te disant pourquoi le son, les lumières et tout ça, c'est compliqué. Et j'ai découvert que j'étais neuroatypique, comme beaucoup. Mais j'ai besoin, en fait, d'apprendre. J'ai besoin de creuser et d'aller en profondeur dans un sujet et ensuite de passer à un autre. Et donc, du coup, je suis allée d'abord sur le laser en me disant il faut que j'apprenne la vitesse, la puissance, le machin. Et je suis ce genre de nana, tu vois, qui se détend en regardant des vidéos. Technique, Les gens te trouvent vraiment bizarre. Quelqu'un qui apprend, qui montre comment on utilise une machine, mais moi, ça me pose. Souvent, avant d'acheter une machine, je vais aller regarder plein de tutoriels, plein de personnes qui les utilisent en me disant est-ce que je me sens capable de Et ensuite, je décide d'investir ou non. Et j'ai besoin de sentir rapidement une marge de progression, en fait. Un peu comme dans les jeux vidéo, il faut qu'il y ait ce truc de... Niveau à la fois, c'est ça. À la fois, il faut que ce soit suffisamment simple pour que je me sente assez en confiance pour y aller. Et en même temps, il faut qu'il y ait ce côté un peu de challenge et de sentir que ça progresse. Ok. Je pense que tu peux être fière de toi parce que tu es quand même passée du coup d'un métier qui n'a rien à voir à un métier artisanal, mais en plus hyper complet en termes de coulisses, quoi. Donc bravo à toi pour ça, c'est très cool. En plus, tu vis de ta marque aujourd'hui, donc c'est quand même un beau parcours et tu vas nous expliquer un peu tout ça. J'ai mon conjoint qui a fait des études aussi en dessin industriel, donc pour tout ce qui est modélisation 3D, c'est lui qui me l'a appris. Les machines 3D, je les rachète à mon cousin qui est passionné, et donc c'est pareil, j'ai le droit à un petit tuto, etc. La couture, c'est ma maman qui me l'a appris. Petite, je faisais beaucoup d'activités manuelles. Enfin, tu vois, à un moment, quand on se pose en se disant, c'est pas un hasard non plus, tu vois, j'ai pas atterri dans l'artisanat par opportunisme, en fait. Ça fait partie de l'histoire aussi et ça m'étonne pas. C'est en creusant, finalement, en se posant des questions, on voit des points de corrélation, des opportunités autour de nous. Finalement, on se dit, ah, mais c'est vrai que j'ai jamais pensé ça. Une suite logique, finalement. C'est ça, tout est logique. En tout cas, s'il y a des profs qui nous regardent aujourd'hui, n'hésitez pas à nous dire si c'est votre cas, si vous avez envie un jour de changer de métier. Est-ce que l'artisanat vous donne envie? Dites-nous en commentaire et on sera ravis d'échanger à ce sujet.
On va parler un peu plus en détail de ta marque. Là, on a un peu compris finalement d'où tu venais et ce que tu fais aujourd'hui un petit peu en termes de métier qui a totalement changé. Moi, j'ai envie qu'on parle de ta marque Bout de Bois parce que c'est ce qui permet de vivre aujourd'hui grâce en plus au canal de la vente en ligne, donc hyper intéressant. Et avant, du coup, que tu nous expliques où t'en es maintenant, on va revenir un petit peu au début de comprendre comment ça s'est passé parce que quitter son métier de prof à devenir artisane, ça se fait pas non plus du jour au lendemain. J'imagine qu'il y a des étapes à passer. Donc j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur les débuts de Bout de Bois. Comment s'est passé les débuts de Bout de Bois? Est-ce que ça a été hyper fluide au début? Est-ce que tu as rencontré des obstacles? Dis-nous un petit peu. En fait, quand j'ai lancé l'entreprise, donc au début c'était Schooling & Co. C'est devenu Bout de Bois en ayant suivi l'Artisanat Academy. Ah, ok. Mais en fait, au tout départ, initialement, j'avais un projet de formation en ligne pour les enseignants. Ok. Où je voulais, très souvent, moi j'ai une facilité dans les outils numériques à créer des mises en page et souvent les collègues me disaient « mais comment tu fais ça? Moi je ne sais pas utiliser, etc. » Et donc je m'étais dit « je veux que les enseignants qui sont en poste ne soient pas limités par les outils numériques, donc je vais leur apprendre. Sauf qu'en cherchant à quitter l'éducation nationale, on m'a dit vous ne pouvez pas cibler des enseignants, problème loi déontologique, tout ça. Ah, je savais pas ça. Ça ne respecte pas le code des fonctionnaires, vous n'avez pas le droit, voilà. Donc tu n'as pas le droit d'ouvrir un business en t'adressant aux enseignants. Non. Et même si tu avais voulu vendre des créations pour les enseignants? En fait, je ne peux pas me présenter en tant qu'ancienne enseignante. Aujourd'hui, j'ai des enseignants qui passent commande sur la boutique, mais ils viennent commander chez une artisane, pas chez une ancienne enseignante qui aujourd'hui est reconvertie. Tu vois, c'est pas mon argument de vente en fait. Ouais. Les gens sentent qu'on parle le même langage, mais c'est pas mon argument de vente. Alors que la formation en ligne, ça aurait été ton argument de vente, sinon c'est pas logique quoi. C'est ça. Ouais, et ça tu peux pas. C'est intéressant, je savais pas du tout. Et ça va au-delà de ça, c'est en quittant l'éducation nationale, pendant 6 ans, j'ai pas le droit d'enseigner. Ah oui. Ouais, donc même avec du coup cette histoire aussi d'enseigner à distance, tu n'aurais pas pu enseigner l'espagnol à distance. Non. Mais c'est une catastrophe. Pourquoi? Je ne comprends pas. Mais donc du coup, initialement, je voulais faire de la formation en ligne. Au rectorat, on m'a dit pas possible. Je me suis dit, dans ce cas-là, en fait, l'éducation, il y a aussi des parents qui aiment faire l'école à la maison, qui s'investissent dans les apprentissages de leurs enfants. Donc, dans ce cas-là, je vais m'adresser aux parents et dans le lot, je sais qu'il y aura des enseignants. Mais du coup, quand j'ai créé mon compte Instagram au tout départ, et il y avait une chaîne YouTube où je donnais des tutoriels pour utiliser, etc. Donc, il y avait déjà une petite communauté au moment où j'ai lancé l'entreprise. Il y avait à peu près 1500 personnes qui étaient là. Ah, c'est bien. Mais ça stagnait. Et au moment où j'ai lancé l'entreprise, donc c'était des ventes de box, comme je te disais, de papier découpé et d'activités prêtes à l'emploi. Voilà. Donc il y avait déjà une petite base. Je ne suis pas partie d'un compte Instagram à zéro, mais ça stagnait. Et ensuite, j'ai suivi l'Artisanat Academy et c'est là que j'ai changé de nom, d'identité visuelle, de vraiment se poser la question de « mais en fait, il n'y a pas que l'école dans l'histoire ». Et c'est là que ça a évolué. Ok. Oui, c'est intéressant parce que de co-schooling à Bout de Bois, on n'est pas sur le même branding. Déjà, on est en français. Oui, déjà. Déjà, ça parle à plus de monde. Bah oui, c'est clair, ouais. Mais tu t'étais quand même lancée avec co-schooling toute seule. Tu t'étais pas dit direct je veux me former, etc. Non, tu te dis je lance un truc et on voit ce que ça donne. Tu étais un peu dans cet état d'esprit-là. Ouais. J'ai suivi un coaching en ligne, mais plus sur l'état d'esprit d'entrepreneur, etc. Mais moi, j'avais besoin de quelque chose de concret, en fait. Pas juste apprendre à te connaître, etc. Parce qu'il y avait déjà un parcours, en fait, un cheminement qui était derrière. Et je me suis dit, non, je veux aller plus loin et je veux des solutions concrètes, en fait. Un plan d'action concret et des questions qui m'amènent vraiment à trouver les réponses par moi-même pour que je puisse le mettre en application derrière. Oui, du coup, tu as arrêté ton job d'enseignante en 2020, c'est ça 2022. 2022, donc vraiment la même année. Tu as enchaîné 2022, j'arrête, je lance la marque, quoi. J'ai demandé au départ une disponibilité pour pouvoir garder un filet de sécurité en me disant si jamais je veux retourner dans l'enseignement, voilà. Et la façon dont ça s'est passé au moment de l'entretien, je dis mais plus jamais j'y retournerai parce que ça a été très compliqué ce rendez-vous. On ne prenait pas au sérieux quoi. Non. Et puis on n'entendait pas le mal-être en fait. On n'a pas entendu le mal-être. Et du coup je me suis dit tant pis, je demande une rupture conventionnelle. Je savais que c'était difficile à obtenir et par chance j'ai eu l'appui de la principale du collège, que ça se passait bien, qui a dit mais vous mettez tout le monde en difficulté. Et donc par chance je suis partie et je pouvais, j'ai eu des droits au chômage pendant 2 ans. C'est donc c'est pour ça que j'ai pu me lancer. Mais ça a été long puisque il y a eu 9 mois de bataille administrative, de oui, non. Et quand j'ai reçu le papier, la rupture conventionnelle a été signée le 11 septembre et le 13 septembre, je lançais l'entreprise. Ah oui, donc c'était... Il était temps en fait. Il fallait que je passe à autre chose et il fallait un objectif. Et je pense que je suis une fille à projet aussi et j'ai besoin de... Ok, ça c'est terminé, maintenant on va de l'avant. Ouais, et puis déjà mettre 9 mois d'énergie dans une rupture conventionnelle...
ouais. Après, on a envie de passer à autre chose, je pense, rapidement. Ouais, je comprends. Finalement, tu as rejoint l'Artisan Academy, mon programme de formation en ligne. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'accompagne les artisanes depuis 2021 maintenant à développer du coup leur marque artisanale de A à Z et notamment sur le canal de vente en ligne. Et je suis moi-même une ancienne créatrice vu que je faisais des bijoux de mon côté. Comme tu as rejoint finalement l'Artisan Academy et qu'il y a eu toute cette création de bout de bois à ce moment-là, ça va être intéressant de voir un peu le cheminement. Est-ce que tu peux déjà nous faire juste un petit mot pour nous dire pourquoi tu as rejoint l'Artisan Academy? Je sais même pas comment tu m'avais trouvé à l'époque, tu vois. Eh bien, à l'époque, je regardais tes vlogs. Ok, trop bien. Ouais, les vlogs de ma marque à l'essence. Oui, de la marque à l'essence. Ouais. Et voilà, donc j'ai suivi aussi ton parcours, j'ai vu le lancement de l'Artisan Academy, etc. Okay. Et en fait, c'est arrivé à mi-parcours, tu vois, j'ai rejoint l'Artisan Academy début 2023 où je me suis dit, bon, je sais que j'ai le droit à 2 ans de chômage. J'ai fait 1 an où je gagnais à peu près 200 à 300 € par mois, tant bien que mal. Et je me suis dit, non mais... la fin des allocations, c'est demain en fait. Ouais. Et puis à un moment, je me pose et je me dis non, j'ai fait que la moitié du parcours. Et du coup, il faut que il y a encore des leviers d'action que j'ai pas encore actionnés, donc je vais aller dedans. Et donc j'ai décidé de rejoindre le programme de l'Artisan Academy et j'ai vu un vrai avant-après avec la formation. Ouais. C'est chouette. Et même, du coup, on va en parler parce que dès le début, tu m'as dit que c'est ce qui t'a déclenché à changer un peu l'identité de ta marque. Ouais. Donc du coup, explique-nous un peu ton raisonnement. Maintenant, c'est Bout de Bois. Oui. Comment tu as créé l'univers autour de Bout de Bois? Qu'est-ce qui te tient à cœur dans ton univers? Comment tu l'as imaginé? Pourquoi? Raconte-nous un petit peu. En fait, je pense que début 2023, j'ai pris 2-3 mois pour vraiment me poser les questions que je ne m'étais jamais posé en me disant mais je me suis toujours définie comme Marion enseignante, Marion Schooling & Co. Il y avait toujours quelque part l'école, l'enseignement, la pédagogie, mais je me suis dit il n'y a pas que ça, tu vois. Et je me suis replongée dans mes souvenirs d'enfance, de quand je jouais dans la nature, tout justement ces temps où je créais beaucoup à l'extérieur avec mon papa ou des choses comme ça. Et je me suis vraiment reposé les questions. J'ai suivi en même temps une formation de passeur de nature pour animer des ateliers nature dans les écoles, en dehors, etc. Et ça a vraiment nourri ma créativité. Et il y a eu ce clin d'œil de les produits, je voulais qu'on puisse les utiliser aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ouais. Il y a toute cette mouvance aussi d'école du dehors. Et je me suis dit non, j'ai quelque chose à faire. En fait, il faut qu'on emmène les apprentissages à l'extérieur. On entend beaucoup apprentissage à ciel ouvert et je me suis dit moi j'ai quelque chose à faire là-dedans. Okay. Et le bois que j'utilise, en fait, il est naturellement imputrescible. Il ne va pas moisir même s'il est au contact de l'humidité. Il peut se tacher, mais il ne va pas moisir. Et je me suis dit il faut vraiment que j'insiste sur le fait qu'on peut l'utiliser aussi bien dedans que dehors. Oui, c'est vrai que j'ai entendu parler de ce mouvement de l'école à ciel ouvert. Ça me parle vaguement. Ouais. Et du coup, je me suis dit voilà, il y a ça, toute l'inspiration autour de la nature, s'intéresser au monde du vivant, que les enfants s'intéressent aussi à notre environnement, à tout ce côté sensoriel. On sait qu'on apprend beaucoup en manipulant, mais je me suis dit, il n'y a pas que les apprentissages, il n'y a pas que le côté formel, mais il y a aussi tout ce qu'on développe juste par le fait d'être à l'extérieur, dans notre environnement naturel. Et c'est là que j'ai aussi créé d'autres produits à ce moment-là, en fait. Plus d'inspiration nature et de choses créatives en me détachant petit à petit de la pédagogie pure. Classique, ouais, ok. Oui, donc avec Co-Schooling, tu étais sur un peu du classique comme tu avais l'habitude. Et finalement, du coup, en te formant dans le programme, en te posant un peu pas mal de questions, tu as revu non seulement, donc là on parle de l'identité parce que tu as changé de nom, et toute une palette de couleurs. On montrera à l'écran évidemment ta boutique en ligne, ton compte Instagram. On invite tous ceux qui sont curieux, qui ont des enfants à aller cliquer sur sa boutique évidemment qui sera en lien en description, découvrir tes réseaux. Donc voilà, tu as changé toute l'identité de ta marque, mais tu as aussi finalement repensé tes produits, qui est quand même une réflexion qui est importante, parce que c'est quand même ce que tu vends. Donc ouais, tu as fait évoluer ta gamme de produits. Et aussi en passant à Bout de Bois, le fait vraiment de m'être alignée et d'avoir posé la question vraiment qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de créer. Je me suis rendu compte aussi en termes de communication que c'était beaucoup plus fluide pour moi en fait. Je parlais beaucoup plus facilement de mes produits, de mes valeurs, de ce que j'avais envie de défendre, de ce que j'avais envie de vendre et de proposer. Et j'avais plus l'impression d'avoir ce truc de acheter mes produits, mais regardez ce que j'ai à vous offrir. Et en fait, ça change tout dans la communication. Et tu vois, pour avoir rejoint le programme en janvier 2023, après plus d'1 an de création d'entreprise, j'ai dépassé pour la première fois 1 500 € de chiffre d'affaires en avril 2023, enfin 3 mois après, quoi. Ouais, ça a été rapide. Parce que avec les questions que tu nous amènes à nous poser, j'ai trouvé les réponses et j'ai su communiquer avec ça derrière. Et donc aussi, je pense à les connecter avec les bonnes personnes, les personnes qui matchaient avec mes produits et ma vision de
de la pédagogie et de l'enseignement aussi. Ouais, c'est clair. En fait, je le vois, c'est beaucoup de créatrices parce que j'ai 2 profils de personnes qui prennent la formation, le programme. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout lancées. Effectivement, ces personnes, elles partent de zéro, donc elles peuvent mettre en place tout bien dès le départ. Mais logiquement, ça prend plus de temps à avoir des résultats de vente, à lancer leur première collection, etc. Et les personnes comme toi qui sont déjà lancées et qui du coup sont à un stade où elles ont déjà des compétences, il y a déjà des trucs en place, mais ça ne marche pas et elles ont du mal à comprendre pourquoi. C'est souvent ce premier module qui débloque les choses parce que en fait, la vente, c'est que de la communication. Et c'est de la façon dont on va parler aux gens sur les réseaux, finalement, comme si on était en phase 2, hein, tout simplement. Et effectivement, plus on est à l'aise et plus on a trop envie, en fait, d'en parler, plus naturellement, les gens, ils vont être intéressés par ce qu'on a raconté et ils vont vouloir acheter, quoi. Mais oui, ça nécessite d'avoir une certaine introspection au départ et de savoir pourquoi on le fait, quelles sont les vraies raisons derrière et que tout ça, ça imbrique bien, quoi. Donc c'est chouette de voir que ça t'a débloqué et que ça t'a permis des résultats finalement très rapidement. Donc c'est cool. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton offre de produits, ce que tu proposes, pour qui c'est, comment tu découpes peut-être tes catégories de produits, le budget aussi peut-être à prévoir Aujourd'hui, je crée pour les enfants, on va dire, de 3 à 8 ans à peu près. Il y a aussi bien des parents que des enseignants qui passent commande sur la boutique. Donc il y a 2 catégories de produits. Il y a les intemporels avec les coffrets d'activités autour des apprentissages, tu vois, les chiffres, les lettres, le graphisme, qui là sont plus les apprentissages formels, tu vois, de ce qu'on peut voir aussi à l'école. Et à côté, il y a les éphémères, où là sont plus des produits inspirés de la nature, avec des ateliers plutôt créatifs, avoir ce côté de transmission aussi, parents, enfants, et d'ateliers voilà, plus autour du monde du vivant, comme on disait tout à l'heure, les animaux. Donc par exemple, les papillons à broder là qu'on a mis derrière, ça c'est plus la collection éphémère. Oui. Et puis le côté, comment tu t'appelles, les intemporels, ça va être plus les coffrets d'activités par exemple, quoi. C'est ça. Ok. C'est ça. Et ça va suivre au niveau des saisons et depuis peu, je suis passée en fait à des ventes éphémères là depuis la rentrée et vraiment de suivre les saisons en fait. Le coffret d'activités intemporel est disponible toute l'année. Et les ventes éphémères, c'est le premier dimanche du mois. Ok, donc il y a des coffrets que tu fais que pour de l'éphémère finalement, c'est ça, hein, qui sont en complément de ce qu'on a déjà en intemporel, quoi. C'est ça. Ok, trop intéressant. Et niveau budget, est-ce que tu sais un peu de combien, grosso modo, hein, à combien ça s'élève tes produits ça va de à peu près 20 € par exemple pour les... On est à 19,90 € pour les tampons qu'on utilise dans la pâte à modeler. Les lots de pâte à modeler sont à 29,90 € et on va jusqu'au coffret lecture qui est ultra complet avec 4 produits qui est proposé à 129,90 €. Trop bien, ça fait des belles idées cadeaux. Hein. Du coup c'est ça, on peut soit agrémenter, se racheter petit à petit, faire une petite mallette d'activités et la faire grandir avec le temps ou faire un beau cadeau à Noël pour des amis qui ont des enfants, des choses comme ça. C'est vrai que ça fait des belles idées cadeaux, c'est chouette. Du coup, pour tes créations, si je me souviens bien, il y a différents matières, matériaux. Il n'y a pas finalement que le bois, comme on disait tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce qu'il y a différentes catégories de produits à ce niveau-là? Oui, et tu vas avoir les produits donc en bois, mais il y a aussi des produits en impression 3D. On va avoir des emporte-pièces ou des plateaux de cartes ou de choses comme ça. Il y a aussi des tapis d'activité en tissu. Pareil, qu'on peut utiliser dedans ou dehors. Et les ressources aussi numériques que je propose sur la boutique, où pour moi c'est un complément des produits physiques vraiment qu'on peut recevoir. Ce sont des extensions pour moi des produits. Ok, et il y a aussi de la pâte à modeler, il me semble, non? Il y a de la pâte à modeler, oui. C'est trop marrant. Merci Marion, tu fais le travail pour moi. C'est ça. Non mais en vrai, c'est vrai que tu as un panel de matières, matériaux qui est assez large. Et est-ce que tu continues aussi, il me semble que j'en ai vu, de proposer certains produits qui ont le côté, tu sais, plastifié, impression plastifiée ou pas? Non, plus du tout. Alors ça, du coup? En fait, ceux-là, c'est les produits justement qu'on peut trouver sur le site et que les personnes peuvent télécharger et imprimer elles-mêmes. Et ça, je ne le vends plus tel quel en fait. Ok, d'accord. Okay, mais c'est typiquement le produit que je pouvais, le type de produit que je pouvais proposer avant. Avant, ok. Et maintenant, ce truc-là, tu t'embêtes plus entre guillemets à tout plastifier, tout ça. C'est le rôle des parents de gérer ça. Okay. Je me dis que j'apporte pas de valeur ajoutée en fait en plastifiant des choses papier, mais par contre, ça reste essentiel pour moi de le proposer sur la boutique. Du coup, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la fabrication parce que c'est quand même le nerf de la guerre quand on est artisane et c'est ce qui prend aussi beaucoup de temps, n'est-ce pas? Même si on parlera de la vente et de la communication dans quelques minutes parce qu'évidemment, c'est aussi ce qui fait que tu arrives à vivre de ta marque aujourd'hui. Du coup, côté fabrication, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment s'organisent tes journées, comment tu gères en fait autant de
métiers différents, enfin de modes de fabrication différents. Est-ce que tu as des machines pour ça? Enfin, nous parler un petit peu plus de tout ça. En fait, à l'atelier, j'ai plusieurs machines. Donc, je vais avoir le laser, j'ai l'imprimante 3D, j'ai une machine Cricut pour découper le papier. Et puis ensuite, c'est tout ce qui est la ponceuse, l'aspirateur, voilà, tout ce petit matériel-là. J'ai aussi une imprimante pour personnaliser les petits sachets de jetons avec la presse à chaud pour le transfert d'encre, etc. Donc c'est un investissement au départ. Est-ce que tu as tout acheté au départ ou... C'est allé rapidement. Oui, c'est allé assez rapidement. J'ai la chance d'avoir ma maman qui m'a aidée au lancement de l'entreprise et je la remercie. Et du coup, oui, parce que très rapidement, en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de faire tourner plusieurs machines en même temps pour pouvoir m'en sortir en termes de production. Et même aujourd'hui, quand j'imagine une collection, j'essaye de me dire, ça va être avec telle machine, et du coup, celle-ci, ce sera avec telle machine, pour pouvoir proposer un ensemble de produits qui sont complémentaires, qui peuvent être aussi achetés séparément, mais qui fonctionnent aussi ensemble. Et pour moi, en termes de production, de ne pas attendre à chaque fois que ça ait terminé pour en relancer une et en relancer une, en fait. Donc ça, j'imagine que c'est des questions que tu t'es posées un peu dans l'Artisanat Academy quand on parle de fabrication, de rentabilité, de temps. Comment tu t'organises en coulisses? Tu t'es dit, en fait, je ne peux pas attendre que la découpeuse laser elle est finie. Il va falloir que je trouve finalement une manière de rentabiliser mon temps avec un savoir-faire qui est imaginé au départ, parce que tu imagines les créations. Mais après, effectivement, sur le côté production, que tu as de la chance qu'il y ait des machines finalement qui fassent des étapes pour toi. Même si il me semble qu'il y a quand même beaucoup d'étapes à la main. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce qu'après que les gens se disent pas, on appuie sur des boutons et c'est fini. Non, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Surtout même la couture, en plus tu le fais avec ta machine à coudre. Alors voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais, qui utilise plus de tes mains? Ça va être intéressant pour les gens de comprendre. Mais en fait, je l'ai reprécisé récemment là sur Instagram en disant il y a les machines, mais en fait, mon outil principal, ça reste mes mains. Déjà pour par exemple les impressions 3D, je pars de mes illustrations. Pour les cahiers d'activités qui sont sur la boutique en ligne, je pars de mes illustrations aussi. Quand la machine a fini de graver et découper, j'ai des heures et des heures et des heures de ponçage, dépoussiérer les pièces. Quand il y a besoin peindre certains éléments pour pouvoir écrire à la craie dessus, coller les pièces, assembler. Entre elles, Entre elles, Il y a le temps de séchage aussi, etc. Même les impressions 3D, par exemple, il va falloir retirer les petits excédents de filaments avec un chalumeau. Il y a systématiquement une étape à la main derrière, tu vois. Même la pâte à modeler, je vais faire 1 kg de pâte à modeler, mais derrière, il va falloir peser pour faire les pots de 100 grammes, tamponner avec le logo bout de bois. La couture, pareil, c'est tout à la main. Donc, il y a une première partie où je vais faire le contour du tapis, je vais retourner les tapis un par un, j'ai la couture invisible ensuite à la main. Donc, oui, il y a plein d'étapes intermédiaires et justement, comme je ne peux pas tout faire avec mes mains, il faut que les machines m'aident sur ces temps-là, en fait. Mais c'est hyper intéressant. Mais je pense que ça a dû te prendre un sacré temps de réfléchir à ça parce que de savoir, d'être capable de se dire, parce que en fait, si je réfléchis bien sur les 3/4 des artisanes que j'accompagne, la majorité c'est quand même plus, tu as un corps de métier et puis tu te dis, ok, grosso modo en moyenne sur une création, je passe combien de temps? Alors sur un modèle plus compliqué ou un modèle plus simple, etc. Toi, tu as quand même des étapes complètement différentes, des machines complètement différentes et tu mixes finalement des contraintes vraiment qui sont diverses et variées. Parce que là, tu vois, tu me parles de temps de séchage, ça me fait un peu penser à la céramique où il y a ces histoires de four, pareil, de séchage et tout. Alors qu'il y a des créas, la couture, t'es à ta couture, tu fais la couture et à la fin c'est fini, et, entre guillemets basta, il n'y a pas de temps d'attente. Et c'est vrai que ça a dû être assez complexe pour toi de réussir à manier un peu tout ça et de trouver ton équilibre. En fait, ça s'est fait progressivement parce qu'au départ, je faisais uniquement des ventes, je produisais uniquement à la commande. Et justement, je me suis rendu compte que c'était compliqué, tu vois, de me dire, il y a telle machine, il y a tel produit qui a été commandé, du coup, je vais lancer telle machine, mais pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui sont en train de dormir. Et moi, j'avais prévu de préparer, je sais pas, d'avancer, je sais pas, sur un post Instagram ou quelque chose comme ça. Et non, il faut que je colle ou que je ponce, etc. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'arrive à fonctionner autrement. Quand j'ai eu certains lancements qui ont bien fonctionné, où là je me suis retrouvée à produire en plus grande quantité, je me suis rendu compte que j'étais plus efficace parce que la ponceuse je la sors une fois, mais au lieu de poncer un sachet de jetons, je vais en poncer 20 et du coup oui, je vais être focus sur cette tâche là, mais j'aurai à l'installer qu'une seule fois. Donc maintenant j'essaie vraiment d'être en termes de batching en fait, où je me dis aujourd'hui c'est ponçage, aujourd'hui je vais tout coller. Et j'ai la chance aussi d'avoir besoin d'occuper mes mains pour poser mon cerveau. Et quand le soir, par exemple, je sais pas, je veux regarder quelque chose, une série ou quelque chose, en fait, je vais occuper mes mains. Et c'est du temps de travail, mais je le compte pas pour moi comme du temps de travail. En fait, c'est vraiment quelque chose qui me
pose la tête que d'être en train de coller par exemple sur les dés. Donc voilà, mon conjoint a l'habitude, la table basse en général est remplie de tampons. Il n'y a pas que ton atelier. Non, il n'y a pas que l'atelier, je m'étale un petit peu, je le reconnais. Mais voilà, donc il y a ces heures-là aussi où je peux grappiller un petit peu, tu vois, en soirée, où il y a facilement 1 heure ou 2 qui vont passer et je le considère pas comme mes heures de travail. J'ai conscience que c'est du travail, mais oui. Ouais. Oui. Mais je vais faire autre chose en fait. Vraiment, ces parties-là, en tout cas de la production, comme elle me pose, où tu vois, très souvent on me dit, bah Marie, on nous voit souvent avec les écouteurs à l'atelier. Déjà parce que j'utilise le réducteur de bruit, parce que les machines toutes ensemble allumées font beaucoup de bruit. Et parce que souvent j'écoute un podcast ou des choses comme ça qui vont vraiment m'amener à réfléchir et je vais m'évader en fait pendant que je suis en train de créer. Ouais, je pense que ça c'est aussi ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se mettre dans l'artisanat, c'est que tu peux poser ton cerveau. Ça fait du bien, c'est clair. Et tu vois le contraste entre la salle de classe avec 27 à 30 élèves et moi toute seule avec 4 machines qui ronronnent un petit peu, mais quand je leur demande de se taire, elles se taisent. Et voilà, c'est toi qui décides. C'est clair. Si pour les gens qui nous écoutent, ils ont envie de se lancer aussi un peu comme toi sur des choses pédagogiques ou voilà, j'en sais rien, et utiliser le bois par exemple, s'il y a finalement qu'une machine au départ à avoir, ce serait, j'imagine, la découpe laser. C'est surtout ça qui peut faire une grosse partie de tes créations. Et après, les autres, c'est venu progressivement en voulant diversifier un peu tes activités et tout. Ok. Mais je pense que c'est ce qu'il faut conseiller aussi au départ, justement aux artisanes, c'est d'aller, comme tu disais, sur un corps de métier et progressivement d'étayer en fait. Moi, c'était vraiment un besoin de nourrir différentes sphères en fait du métier et rapidement j'ai eu des idées de produits où je me suis dit il me faut telle machine pour telle idée de produit. Mais commencer par une, c'est ce que je recommande. Oui, sachant que tu as eu tes idées parce que ça marchait aussi. Tu vois, tu commençais à vendre et tu vas nous en parler après justement sur tes ventes et tout. Mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas maîtrisé un peu le processus de com et de vente, rester focus sur un corps d'art, artisanat, une technique et de la faire bien et jusqu'au bout. Et après, effectivement, on peut s'éclater et diversifier sans problème. Et je sais qu'il y a beaucoup de créatrices qui viennent me voir en mode mais oui, mais est-ce que je peux prendre l'Artisan Academy parce que moi je sais faire tout, j'aime plein de trucs et tout, mais pas de souci, à condition que tu canalises tes idées, que tu trouves du lien et que tu t'organises en coulisses. La preuve, tu fais de la couture, de la pâte à modeler, c'est vraiment hyper riche quoi. Et tant que c'est cohérent en fait, enfin je pars du principe que tant que c'est cohérent pour toi et que tu sais l'exprimer et que tu le penses justement en collection et le fait que ce soit complémentaire d'une façon ou d'une autre, qu'il y a un lien. Je pense que ça fonctionne et le client n'est pas perdu en fait. Ouais, c'est ça. J'ai investi, mais il y a aussi cette fibre qui est là dès le départ et donc avec mon conjoint on s'est posé en se disant concrètement si ça ne marche pas, si j'arrive pas à en vivre, ces machines-là elles seront pas perdues. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a ce plaisir à créer, lui il a retrouvé le plaisir aussi de faire un peu de dessin en 3D, donc on imprime aussi des choses pour la maison et on savait que quoi qu'il en soit, les machines tourneraient à un moment ou à un autre. C'est aussi pour ça qu'on a pris le risque d'investir en se disant ce ne sera pas perdu. Je me donne tous les moyens de réussir en ayant l'équipement dont j'estime avoir besoin à l'heure actuelle. Et si ça marche pas, on s'en servira autrement. Ouais, ou tu les revends. En fait, ça s'appelle des immobilisations en entreprise, donc c'est jamais perdu. Oui, tu as un amortissement qui se fait parce que ta machine, au bout de 15 ans, évidemment, c'est peut-être pas la meilleure machine sur le marché, etc. Mais du coup, oui, tu sais très vite si ton entreprise elle fonctionne ou pas. Tu peux revendre du matériel et ça rembourse en partie l'investissement. Et c'est pareil finalement pour l'Artisan Academy. C'est vrai que c'est une formation et comme n'importe quelle formation qui touche aux compétences non matérielles, tu vois, où c'est pas, t'achètes pas une machine qui va te servir à, tu te fais travailler ton cerveau, tu formes ton cerveau. Bon, toi, tu étais prof, donc je pense que tu étais déjà convaincue du côté la puissance de l'enseignement quand il est bien fait, de là où ça peut t'amener. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de mal avec ça, c'est du non tangible, quoi. Et pourtant, c'est pareil, finalement, tu prends une formation qui te forme au marketing à la vente, ça va te servir toute ta vie. Peu importe finalement les métiers que tu vas faire, il y a forcément des choses que tu auras appris qui vont t'aider pour la suite, quoi. Et tu vois, pour avoir repris cet été quand tu as lancé la nouvelle version de l'Artisan Academy, j'ai repris le programme et en fait il y a des choses que j'ai revues à ce moment-là, tu vois, avec justement l'expérience qui a passé, le temps qui a passé, je me suis reposé les questions et il y a d'autres réponses qui sont arrivées en fait. Ouais, c'est ça. On évolue constamment en plus, donc c'est tout l'intérêt. C'est pour ça qu'on donne d'ailleurs accès à vie au programme. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est important pour toi au niveau de ton choix des matières premières? Parce que là, on parlait du bois tout à l'heure en coulisses. Je sais qu'il y a eu un choix qui s'est fait assez intéressant. Pareil, peut-être pour la pâte à modeler, la couture. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu t'y prends en termes de matières premières? En fait, je fais toutes les créations sont éco-conçues. Je fais attention à la provenance des matériaux que j'utilise. Je travaille à partir de chutes de bois.
J'utilise des filaments recyclés pour l'impression 3D. Le tissu, je le fais imprimer en France avec une encre Ecotex. Donc tu vois, j'essaye d'avoir cette réflexion aussi de matière première et pas juste je fais des choses de mes mains, tu vois. J'essaye de faire attention d'où ça vient. Et voilà. C'est cool. Et t'as trouvé facilement à chaque fois tes fournisseurs ou pas? Essai-erreur. Et pour le chute de bois, c'est un partenariat avec une entreprise nantaise. C'est cool. Voilà, une entreprise d'aménagement de véhicules utilitaires qui utilise des panneaux de 3 mètres par 3 mètres et les chutes de 30 cm par 50, ils en font rien et moi j'en fais tout ça. En fait. Aux yeux de certains, ça n'a pas de valeur. Alors aux yeux de pour toi, 30 par 50, c'est énorme, on peut faire plein de trucs. Ça remplit le laser. Voilà. Donc c'est intéressant d'avoir cette démarche et réflexion vertueuse finalement sur l'utilisation des matières. Même si ça rajoute des étapes, tu vois, dans la production, parce que justement au moment d'utiliser le laser, je vais devoir prendre les mesures de la planche, tu vois, c'est pas un rectangle et c'est toujours le même et tu le remets toujours au même endroit. Mais je trouve que ça donne tellement de sens et que, en fait, je me sens utile aussi dans ce que je crée, pas juste avec le produit, mais dans la démarche et dans la réflexion qu'il y a derrière. Et je pense que le client aussi aujourd'hui est sensible à cette démarche-là. Et lui aussi a l'impression, je pense, d'avoir un achat conscient et utile, et je crois qu'il y en a beaucoup qui font attention à ça aussi aujourd'hui en fait. Et surtout dans la cible des clients qui achètent de l'artisanat, parce qu'on sait que l'artisanat est plus cher à produits similaires, même si ça n'existera jamais, mais vraiment dans une tasse en céramique artisanale, une tasse en céramique industrielle, on ne vient pas chercher chez l'artisanal pour les mêmes raisons que l'industriel, et c'est pas le même budget non plus, donc les personnes qui cherchent à acheter de l'artisanat, ils ont effectivement, comme tu dis, une démarche psychologique qui est bien précise. Et donc, ils attendent aussi un certain niveau de réflexion, de qualité, de logique dans le choix des matières, de la façon dont c'est fait, etc. Comment tu t'organises du coup au quotidien? Est-ce que tu as des petits tips à donner pour les potentielles créatrices qui nous écoutent? Vu que tu fais partie de ces créatrices qui font plein de types de créations différentes, plein de machines différentes, est-ce que tu as des conseils sur l'organisation ou une façon de faire comment tu fais de ton côté? J'imagine un petit peu un rétro-planning en fait, où je me dis je veux que telle collection soit sortie à tel moment, où je sais qu'il y aura un lancement à ce moment-là et derrière je sais qu'il y aurait telle et telle et telles étapes de production et du coup j'essaye de me dire là je vais lancer ça, par exemple je vais graver plein de choses, je me les mets de côté, je prendrai un temps par exemple post-lancement pour pouvoir les poncer, mais je sais au moins que la machine aura tourné, il n'y a jamais un moment où la machine n'est pas utilisé en fait. Et ça va être plutôt vraiment d'organisation et de... Moi ce qui m'a beaucoup aidé c'était de penser en bloc de temps et de me dire ce matin là ça va être sur de la création de contenu, là pendant ce temps là la machine sera en train de tourner donc cet après-midi je pourrais par exemple nettoyer au chalumeau ou j'essaye toujours d'avoir un temps d'avance et de me dire j'ai telle étape mais celle qui viendra ensuite ce sera celle-là, tu vois, d'anticiper un petit peu ce qui va arriver après. Pour pas avoir de temps mort en me disant là j'aurais eu le temps de poncer et puis en fait j'ai rien à poncer en fait. Puis ça, après j'imagine aussi que ça vient avec le temps, hein, pas de pression. C'est vrai qu'il y en a qui se disent je vais tout maîtriser dès le départ et avoir mon organisation au cordeau. Non, je pense que aussi ça vient avec l'expérience, mais c'est intéressant de voir qu'après tu as une tellement bonne visibilité sur tes tenants, aboutissants, problématiques, réflexions qu'il faut, des choses qu'il faut anticiper et tout, que tu arrives comme ça avec des bons outils et façons de faire à gérer. J'ai appris de mes erreurs aussi, hein. Il y a plein de fois où mon conjoint est venu en renfort en disant qu'est-ce que je peux poncer là? Oui, non, j'ai appris aussi de mes erreurs en me disant, je vois pour l'année dernière pour l'offre de rentrée au mois de septembre, j'avais préparé 5 coffrets de chaque. Et en 3 jours, il y a 40 coffrets qui ont été vendus. Ah oui. Et je me suis dit, Ah oui, donc tu avais préfabriqué des choses. J'en avais préparé 5. Mais tu vendais 15. Tu pouvais vendre plus, c'est-à-dire que tu ne te contentais pas de dire il n'y a que les 5. Tu ouvrais quand même les quantités et tu allais refabriquer après en coulisses. Parce que pour moi, jusqu'à présent, j'avais toujours été fabrication à la commande, sauf que ça ne m'était jamais arrivé. En 3 jours, j'avais prévu, avec l'Artisan Academy, une bonne semaine de lancement. Et au bout de 3 jours, silence radio, je ne peux plus prendre de commandes. Parce que sinon, les gens vont attendre trop longtemps, en fait. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a bougé aujourd'hui sur le site internet. Je me suis autorisée à mettre un délai de fabrication plus long. J'ai compris que les gens, quand ils viennent chercher de l'artisanat, sont prêts à attendre. Et en partageant aujourd'hui, même sur Instagram, en story, j'ai reçu plein de messages de « mais c'est trop agréable de voir les étapes de fabrication, je me rendais pas compte qu'il y avait tout ça ». Et quand on le reçoit, on est d'autant plus content parce qu'on voit les étapes par lesquelles tu es passé. En fait. Et ça fait je pense que ça fait partie de la psychologie d'achat, qu'il y a une vraie différence entre un achat Amazon, tu claques des doigts, le truc qui est déjà dans ta boîte aux lettres, tu n'as même pas eu le temps de dire ouf, tu vois. Et un achat artisanal, et non, en fait, tu vas y penser peut-être 3 fois par semaine pendant 3 semaines, tu vas dire, ah putain, ça en est où, etc. Mais en fait, c'est ce qui fait aussi que quand tu le reçois,
c'est pas la même c'est pas la même appréciation de ton achat. Et donc c'est tout le processus aussi qui va avec de l'artisanat, quoi. Du coup, j'ai trop envie qu'on parle chiffres, vente, communication. C'est quand même ce qui est hyper intéressant aussi, et c'est aussi pour ça que je fais ces séries de vidéos pour démocratiser un petit peu toutes les coulisses de l'artisanat, de l'entrepreneuriat. C'est quoi des chiffres d'une entreprise qui fonctionne? Toi, tu vis de ta marque à 100% aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, puis ça va être amené à évoluer évidemment dans le temps. Donc là, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu vente. Est-ce que déjà tu peux nous dire comment tu as trouvé tes premiers clients? Je crois que ton canal de vente principal a toujours été la vente en ligne, si je ne me trompe pas. Oui. Comment tu as fait au départ? Explique-nous un peu les outils que tu utilises, je sais pas, comment tu as fait? J'ai toujours utilisé la vente en ligne, j'ai toujours eu le site internet. Ça m'est arrivé de faire des marchés de créateurs, mais en fait, j'ai vite arrêté. Et puis, j'ai certains enseignants qui me découvrent, par exemple, sur Instagram, et qui vont passer commande par les mairies pour les établissements scolaires. C'est grâce à ta communication sur Instagram, il me semble. De toute façon, sur Instagram. Principalement. Ouais. Même, j'ai été un temps sur la marketplace de Nature et Découverte, et c'est pareil, c'est la personne qui avait découvert mon compte via Instagram qui m'a proposé de rejoindre la newsletter, la marketplace Nature et Découverte. Ouais. Trop bien. Donc en fait, ça a toujours été finalement ta porte d'entrée numéro 1, Instagram. Toujours. Quand tu as rejoint l'Artisan Academy, je crois que tu me disais que tu étais à 1500 abonnés. Oui. Et après, c'était quoi un petit peu ta croissance sur le réseau social? 2023-2024, j'étais à peu près à 1500 abonnés. En arrivant à novembre 2024, il y avait 6500 abonnés. Et il y a un réel qui a popé, qui a fait, donc en novembre 2024, qui m'a fait passer du simple au double. En fait, on a été 10 000 sur Instagram parce qu'il y a un réel, justement, où je parlais de l'éducation nationale en disant comment s'était passé le rendez-vous au rectorat, en disant mais aujourd'hui je suis sûre que je continue à contribuer autrement, et je pense que ça a parlé en fait au cœur des gens, quoi. Ouais, ça a fait écho chez certaines personnes, donc trop chouette. Donc du coup, Instagram, ton canal numéro 1. Oui. Boutique en ligne, ton canal de vente numéro 1. Oui. Est-ce que tu peux nous dire, qu'on comprenne bien, je sais pas si tu as les chiffres, à combien de commandes t'es aujourd'hui depuis le début de Bout de Bois? Donc j'ai refait le point, et tu vois, en 2023, sur l'année 2023, j'avais fait 1 900 € de chiffre d'affaires annuel. Ok. 2024, on est arrivé à 16 500 € de vente nette, donc moins l'expédition et pas encore en ayant retiré l'URSSAF. Okay. Et en 2025, donc de janvier à septembre, là, on est à 14 500 € de vente nette, sachant que la boutique a été fermée juillet et août, et que la période de Noël n'est pas encore passée. Ouais, sachant que la période de Noël, du coup, je sais pas le recul que tu as, mais en pourcentage, c'est une grosse partie quand même de ton année, quoi. Ouais. Mais oui, Noël, c'était le gros... en fait, l'année dernière, il y a vraiment eu l'offre de rentrée au mois de septembre qui a super bien marché. Derrière, j'ai lancé la collection d'automne qui a super bien marché. Il y a le réel qui a popé au mois de novembre. Et novembre, c'était le moment où je lançais Noël. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu 4 mois où j'étais... Ça y est, ça prend. En fait, c'est pas de la chance, juste ça y est, c'est parti. C'est ça. Donc, Non, c'est vrai que c'est intéressant de montrer que ça peut être long à se développer. Tu vois, le temps aussi de te former, le temps de comprendre, le temps de mettre en application. Et après, une fois que tout ça se met en place, les résultats peuvent aussi très vite arriver et tout s'enchaîner, quoi. Surtout sur la période de Noël, qui est une super période. Donc ça, c'est chouette. Et aujourd'hui, du coup, ça te permet de te sortir un salaire aujourd'hui de ta marque. Tu es à 100% dessus, c'est ça, hein? Je suis à 100% dessus. C'est mon seul revenu. Je dis que j'en vis effectivement, parce que c'est ce qui me permet aujourd'hui de nourrir ma famille. Mais voilà, je tire à peu près entre 1003 et 1005 par mois, ce qui est l'équivalent de ce que je touchais en fait au chômage. Donc pour moi, c'est une continuité. Maintenant, il faut continuer à le développer. J'en vis. Pas encore sereinement, mais j'en vis. Oui, c'est ça. Pour l'instant, ça reste quand même stable, donc tu peux te permettre d'être que là-dessus, même si le volume de salaire, évidemment, on te le souhaite, augmentera avec le temps pour être plus confortable, quoi. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu sais quel est ton panier moyen à peu près sur ta boutique en ligne? Oui. En fait, j'ai regardé les données et c'était un peu biaisé parce qu'au départ, les ressources numériques, elles étaient gratuites. Ah oui. Et donc, du coup, j'avais très souvent des paniers moyens à 0 €. Mais donc sur l'année 2024, le panier moyen était à 17 €. Okay. Et en 2025, il est en moyenne à 60 €. Ah ouais, t'as une belle progression aussi. Ouais. Sachant que j'ai pris une décision, c'est que les ressources numériques, quand quelqu'un passe commande sur la boutique, par tranche de 50 € d'achat, j'offre 10 € de ressources numériques. Comme pour moi, c'est complémentaire. Je voulais plus les offrir à tout le monde et qu'il y ait ce côté vraiment je télécharge, mais vraiment de se dire c'est une extension. Donc c'est logique que ça serve aux clients. Donc c'est pour ça qu'il y a encore parfois des commandes à 0 €, mais ce sont des clients qui
qui profitent de leur bon cadeau. En fait. Ouais, ok. Ouais. Elles ont une valeur aussi. Ça met une valeur finalement sur la ressource au lieu de juste les offrir et de donner ton savoir. C'est ça. Il y a une valeur, c'est juste qu'elle est réservée à un certain moment pour certaines personnes dans un contexte précis. C'est ça. Et il y a des clients qui commencent à arriver sur la boutique par les ressources numériques. Ok. Parce que ça suffit aussi, les cahiers d'activité en soi, c'est un produit en fait. Ouais. Donc dans la moyenne, en fait, on est très souvent des commandes entre 80 et 150 € en général. Ouais, c'est chouette. Hein. Est-ce que tu sais à peu près quel rythme de commande en volume tu as par mois? Genre en moyenne, parce qu'évidemment à Noël, je te le souhaite, tu vas exploser tous les compteurs. Mais ouais, est-ce que tu sais un peu à quoi tu te situes par rapport à ça? Par mois, c'est très difficile. Parce que tu vois, au mois de mars, il y a eu un nouveau coffret, donc il y a eu beaucoup de commandes et le mois d'avril était plus creux. Mais en période de lancement, par exemple En période de lancement, il peut aujourd'hui y avoir entre 30 et 50 coffrets qui sont vendus au moment du lancement. Ok, sachant que, comme tu disais tout à l'heure, j'imagine que tu fais toujours un peu de stock, mais tu attends de recevoir les commandes pour fabriquer quand même le reste. C'est ça. C'est ça. Par contre, pour les produits éphémères, là, c'est de la fabrication à la commande. Donc, les personnes sont vraiment, j'utilise le terme de précommande. Ils savent qu'il n'y aura pas de stock d'emporte-pièce d'automne, par exemple. Ok. Les intemporels, oui, je m'engage à avoir du stock parce que je pars du principe que les périodes sensibles n'attendent pas. On parle de périodes sensibles pour les apprentissages des enfants. Et si en ce moment, ils s'intéressent aux chiffres, il faut qu'ils puissent le recevoir relativement rapidement. Oui, et du coup, c'est aussi lié à la stratégie de vente. C'est là qu'on voit que ta stratégie de vente, elle n'est pas juste là pour faire de l'argent ou pour vendre plus ou quoi ou qu'est-ce. Elle est là aussi pour une vraie logique derrière de qu'est-ce qui est le plus demandé, pourquoi c'est le plus demandé. Du coup, il faut peut-être que je m'organise pour que ce soit peut-être plus rapide. Là où, effectivement, sur les intemporels, les gens peuvent attendre un peu plus, c'est des choses un peu plus spécifiques, etc. Et puis, j'imagine, comme tu dis, si tu fais des précommandes, tu le fais en avance. Les choses d'automne, tu vas sortir ça peut-être à la rentrée ou pas loin. Voilà, là, on est en septembre. Donc, c'est chouette de voir qu'il y a un vrai lien entre ta com, et je pense que les gens ont du mal à comprendre ça, mais tout est lié, genre vraiment ce que tu vas dire dans ta com, les moments où tu vas vouloir vendre, c'est lié à pourquoi le client il le veut, c'est quoi comme type de produit, tout ça quoi. C'est ça. Et dans l'année, j'organise aussi deux grandes ventes, donc une avant l'été parce qu'on sait que sur les boutiques en ligne, juillet et août sont des mois plus creux. Et pourtant l'été, il y a du temps à passer avec les enfants, les occuper. C'est ça, mais justement dans l'idée, c'est d'avoir une grande vente au mois de juin et une grande vente au mois de novembre, où là je donne accès à tous les produits, toutes saisons confondues. Ok. Tu vois. Ah ouais, c'est intéressant. Tu fais tu retraces en fait, tu reviens en arrière sur tout ce que tu as proposé. C'est ça. Donc, parce qu'en fait, en soi, la machine que j'imprime des emporte-pièces d'automne ou ceux sur les insectes ou les fleurs, en soi, la machine, elle tourne le même nombre d'heures. Mais c'est juste que moi, plus ça va, plus il y a des références sur la boutique et que je ne peux pas tout proposer au même moment. Mais ponctuellement, je choisis de le faire aussi à des périodes stratégiques, de me dire là, vous pouvez choisir n'importe quoi dans la gamme bout de bois. C'est une précommande, il y aura un délai d'attente, mais derrière, vous recevrez les produits en payant une fois les frais d'expédition. Ouais, ok. En termes de chiffre d'affaires, c'est intéressant parce que tu vois, je vois des artisanes très différentes que j'interviewe et c'est ce qui fait la richesse de voir qu'en fait, pour un même à peu près volume de chiffre d'affaires, il n'y a pas du tout la même rentabilité en face. J'imagine que toi, tu as une bonne rentabilité dans le sens où ton chiffre d'affaires, du coup, annuel, si tu extrapoles, je sais pas, là, vu que t'as pas fait une période de Noël complète, j'imagine que c'est un peu compliqué, mais ça doit être autour des 20 000, quelque chose comme ça. Et du coup, avec 20 000 € de chiffre d'affaires, t'arrives à en vivre, donc t'as une bonne rentabilité, tes coûts de matière et tout, ça doit pas être énorme. Il y a des investissements de départ en machine qu'il faut amortir, évidemment, rentabiliser. Mais du coup, ça va, j'imagine, sur tes produits, t'as une bonne rentabilité en termes de matière. Oui, ouais. Après, ça dépend des produits, tu vois. Par exemple, le bois, forcément, ce qui est à produire en bois me coûte moins cher puisque je travaille à partir de chutes de bois. Mais par exemple, les filaments 3D, les filaments me coûtent plus cher que des filaments lambda puisqu'on est sur des produits recyclés. Donc de base, ça me coûte un petit peu plus cher. Mais forcément qu'il y a une marge entre le prix de la bobine et le prix des emporte-pièces. Voilà, il y a une marge qui se fait. Les tapis d'activité, la rentabilité est un petit peu moindre parce que du coup j'ai choisi de faire imprimer les tapis en France, donc je le paye plus cher que si c'était à l'étranger. Voilà, la pâte à modeler par exemple, en fait, le packaging ou les contenants, tu vois, faut les payer. Voilà, ça rentre dans le prix du produit. Donc vraiment, ça dépend des produits. La marge est plus ou moins importante, mais oui, ça me permet d'être rentable aujourd'hui. C'est chouette. Et tu as toujours été assez
à l'aise sur ce sujet ou ça a été compliqué pour toi de fixer tes prix? Parce que je sais que c'est quand même un gros sujet chez les artisanes, à la fois en termes de compréhension, de savoir qu'est-ce qui se joue en fait, qu'est-ce qu'on met dans le prix, comment on applique notre marge et tout, mais aussi en termes de confiance en soi, être capable d'assumer les bons prix, ce qui vont faire vivre ton entreprise. C'est quoi ton parcours par rapport à ça? En fait, ça s'est fait progressivement. J'ai augmenté mes prix. J'ai suivi l'Artisan Academy. Et je me suis dit non, j'y passe quand même beaucoup de temps. Et oui, mais je pense que c'est aussi une question de confiance en soi en fait, d'oser se dire non, mon prix a telle valeur. Et vraiment, cette notion de valeur, c'est quelque chose qui m'a tellement tracassée au départ en me disant mais en quoi j'apporte de la valeur, enfin tu vois, il n'y a pas d'apprentissage justement, il n'y a pas de, je suis pas en train de transmettre quelque chose, en quoi mes produits apportent de la valeur. Et en fait si, c'est une autre vision du monde, une autre vision du temps qu'on passe aussi avec nos enfants, permettre aussi l'école du dehors, ce que tu veux. La façon dont c'est pensé et encore au-delà, c'est que très souvent je dis que je crée mes produits avec attention et intention. Je pense qu'il y a le fait main. On travaille avec nos mains et je suis convaincue que même en termes d'énergie, on met quelque chose dans nos produits et ça, c'est la valeur du produit en fait. Et on pourra nous piquer les idées comme on veut, on ne pourra jamais retirer le produit que moi j'ai créé. Tu ne pourras pas le trouver ailleurs. Donc, il mérite son prix parce qu'il a été créé de mes mains, imaginé avec ma tête. Et je pense qu'il faut oser, au fur et à mesure, augmenter les prix. Et quand j'ai osé le faire la première fois, je me suis dit, en fait, ça continue à se vendre. Ok, il s'est rien. Enfin, ça s'est pas arrêté de tourner. On a souvent peur de ça aussi, de se dire ok, mais alors je suis d'accord, ok, ça y est, je commence à être en confiance. Mais le truc, c'est que si le business se casse la gueule, je fais quoi? Et ça, je pense que c'est vrai dans n'importe quelle situation. Moi, le prix de l'Artisan Academy, la formule qu'on propose, tu vois, sur mon école en ligne, elle a évolué. Au début, j'étais à 100% accompagnement, j'avais du temps disponible, je répondais à toutes les questions sur un Discord pendant 1 an. Pour un prix dérisoire. Après, je me suis dit, ok, c'est pas possible, je ne peux pas tenir. Donc, la formule de l'Artisan Academy aussi, elle a évolué et continuera probablement d'évoluer dans le temps. Et on a toujours peur à chaque fois, tu vois, qu'on change quelque chose. Est-ce que ça va continuer de plaire aux gens? Est-ce que ça va continuer de fonctionner? Mais au final, si c'est fait pour les bonnes raisons et de la bonne manière, il n'y a pas de raison, ça le fait quoi. Et puis tu vois, en ayant suivi justement le programme, c'est qu'aujourd'hui, je me permets de faire ponctuellement des petits coupons via la newsletter, tu vois, 10% sur votre article préféré, etc. Quand tu as une marge un petit peu plus importante, c'est plus facile de faire des opérations comme ça, où quelqu'un qui a passé commande, il y a un petit geste pour la prochaine commande. Mais si j'étais vraiment ric-rac, je ne pourrais pas me permettre ce type de geste-là en fait. Carrément. Et après, je pense que ça a dû venir aussi avec le temps, les retours clients. Parce que tu vois, je dis, j'ai l'impression de rien apporter avec mes créations. C'est une phrase qui revient mais tellement de fois, on me l'écrit tellement de fois et je comprends en fait. Mais quand on se renseigne, on ouvre nos chakras et qu'on demande aux gens, mais c'est quoi en fait? Vas-y, dis-moi, pourquoi t'achètes chez moi? C'est quoi les raisons qui t'ont poussé à regarder même mon compte, à t'intéresser à ce que je fais? Dès qu'on commence à avoir des retours, on comprend en fait. Et c'est vrai que je pense qu'il faut le lire, il faut l'entendre pour l'accepter, et que ça s'enregistre bien dans notre cerveau. Mais plus on va aussi avoir des commandes, des retours clients, plus on va être à l'aise de comprendre aussi c'est quoi notre valeur et quel prix il y a en face quoi. Et je pense que ça va même au-delà, peut-être qu'on en parlera plus tard sur les idées que j'ai en tête pour la suite, mais ça va même au-delà en fait. Aujourd'hui vraiment tout cet aspect énergétique prend beaucoup plus de place parce que justement avec les retours des clients, le temps qu'on a passé ensemble, ou même ne serait-ce que la communication sur les réseaux sociaux, jamais je m'étais dit je vais inspirer des personnes, je vais leur faire du bien, c'est agréable de t'écouter parler. Moi qui suis-je? Moi, non. Et en fait, j'ai appris, tu vois, même tout à l'heure, je sais plus ce que tu m'as dit, bravo, ou tu as dit quelque chose. Mais en fait, aujourd'hui, j'arrive à l'accepter en me disant, mais je l'ai volé à personne. Et tu vois, même un compliment sur son travail, sur sa valeur, sur ce que tu veux, il y a un moment où tu te dis, si la personne le dit, il y a une raison. Il y a une raison et j'ai le droit juste d'accueillir et de, ça me fait du bien, merci, en fait. Comment tu gères du coup tes périodes de lancement? Je sais que tu avais des petites infos que tu voulais partager là-dessus par rapport à tes ventes, à ta com, vu que c'est lié, vu que tu fais des lancements, tu en fais plusieurs à l'année, mais en même temps ta boutique en ligne elle reste ouverte aussi le reste du temps. Comment tu gères un petit peu ça? C'est principalement par la newsletter. En fait, je me suis posé la question donc en novembre de l'année dernière, quand le réel a popé sur Instagram, où on s'est retrouvé du simple au double en me disant mais comment je fais
pour ne pas pénaliser ou délaisser les clients qui étaient là avant que ce réel pop. Et j'avais pas envie que des personnes passent commande juste par opportunisme et par je viens de le découvrir tout de suite, je passe commande. En fait, oui, ça vient nourrir quelque part l'ego de oui, ils ont craqué dessus, mais j'avais pas envie de léser ceux qui étaient déjà là avant ce chiffre sur Instagram, tu vois, des 10 000 abonnés. Et j'ai mis en place pour la première fois une vente privée via la newsletter où j'ai dit vous êtes là depuis le début, voilà. Et donc j'ai donné 48 heures je crois d'exclusivité pour la vente de Noël et ça a super bien marché. Et ensuite j'en ai parlé sur Instagram pour les autres personnes qui étaient là bien sûr parce que j'allais pas me fermer des portes non plus. Mais j'ai compris ça. Quand il y a un lancement, systématiquement, je le propose d'abord sur la newsletter parce que je sais que les fidèles sont là et ensuite sur Instagram. Ouais, comme ça, ils sont sûrs d'avoir les quantités, d'avoir le stock et d'être les premiers. Ça les flatte aussi parce qu'ils voient que tu les prends en considération et puis c'est vraiment tes chouchous, quoi. C'est tes VIP. Et puis par exemple, sur la newsletter, donc non seulement il y a le côté accès anticipé aux ventes, mais il y a toujours ce petit code promo, tu vois, soit sur le montant du panier, soit sur l'article préféré. Et ça, je le propose pas sur Instagram. Par contre, à ce moment-là, je vais être sur Instagram en disant le mail de demain est prévu, si vous voulez en profiter. Et donc, je profite des lancements aussi pour que des personnes viennent s'inscrire à la newsletter pour qu'ils puissent bénéficier des mêmes avantages, soit dans la semaine de lancement, soit pour la période d'après. C'est bien, tu as bien suivi les conseils de l'Arsène Academy. Merci Marie. C'est quoi tes objectifs de croissance du coup pour cette année? C'est dur ça comme question. Carrément. De croissance, je sais pas. En fait, je me rends compte que je crois que je suis en train d'atteindre le seuil en termes de production. Et donc, il faut que j'ai une réflexion sur comment est-ce que je peux me diversifier sans me tuer à la tâche, sans y passer, sans y travailler nuit et jour. En fait, c'est pas possible. Garder le même quota de temps, mais continuer à développer la marque. C'est ça. Oui, c'est des réflexions très intéressantes. Hein. Donc, je suis en train de me poser la question, par exemple, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, même d'énergétique. Peut-être avec les produits et proposer ce soin, en fait, de charger aussi un produit énergétique. Et puis tout ce qui est par exemple des illustrations ou des choses comme ça, parce que je suis aussi beaucoup de créatrices, et de se dire on peut créer une illustration avec une certaine intention et derrière par exemple imprimer des affiches, ça va pas être sur mon temps de production à moi. Par contre je peux proposer ça en plus sur la boutique et je pense que ça peut rester cohérent en fait dans la démarche en fait, et que je suis pas obligée de tout produire de A à Z et ça ne m'enlèvera pas mon statut d'artisane en fait. Oui, de réfléchir à ton offre de produits finalement aussi de manière cohérente par rapport à ton temps, ce qui est dispo et ce qui est logique pour les clients, quoi. Du coup, pour parler un petit peu d'Instagram plus précisément, donc, comme tu nous as dit tout à l'heure, finalement ça a été donc, assez vite dans le sens où tu es quand même passé de 1500, tu stagnais et puis en prenant l'Arsène Academy, après tu es monté jusqu'à 6500, puis après il y a eu un reel qui a débloqué tout et qui t'a fait passer la barre des 10 000, la fameuse barre des 10 000 qu'on rêve, hein, en vrai. Je sais pas, c'est plus un chiffre qui flatte l'ego, mais bon, c'est vrai que ça fait plaisir. On se dit, notre travail est récompensé. On est une vraie marque et on a passé un cap, quoi. Donc ça, c'est intéressant de voir un petit peu tout ce que tu as fait. Tu me disais que du coup, c'était le format Reel qui avait fait vraiment boomer ta visibilité. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu as des formats fétiches? Est-ce que c'est toujours le format Reel que tu privilégies? Peux-tu nous parler un petit peu de Insta, comment tu gères au quotidien? Plus spécialement, en fait. Aujourd'hui, j'aime le format vidéo, donc je continue à proposer des réels et je le fais toujours avec cette idée-là de ça risque d'aller chercher de nouvelles personnes. Mais aujourd'hui, j'ai surtout envie de chouchouter, entre guillemets, ceux qui sont là et aussi de me dire... oui, ça m'a fait plaisir quand j'ai passé les 10 000 abonnés en me disant « Waouh, en fait, ça y est, ça marche !» Mais concrètement, il n'y avait pas plus de ventes que quand il y en avait 5 000 en fait. Et vraiment, ça a été de faire ce bilan, là, par exemple, en septembre avec l'offre de rentrée, de me dire... En septembre de l'année dernière, on était 5 000 sur le compte Instagram et globalement, à quelques euros près, j'ai fait la même chose cette année. Et donc, je me suis dit, j'ai pas envie... justement juste de nourrir mon ego en disant « Ah, il y a plus de 10 000 abonnés sur Instagram ». Plus, quoi. En fait, j'ai pas du tout envie de ça. Je préfère créer du lien, avoir des échanges. Moi, la première, quand je m'abonne à un compte Instagram, j'aime bien aller discuter un petit peu avec les personnes, me dire « J'ai plus le temps d'accueillir les personnes qui arrivent ». Je ne crée plus de liens, donc je sais plus exactement pour qui est-ce que je suis en train de créer et savoir si vraiment il y a une résonance ou pas. Et donc je me suis dit, je vais faire un tri sur Instagram pour filtrer et pour être sûre de m'adresser aux bonnes personnes. Parce que ton taux d'engagement n'était pas super élevé, c'est ça, hein? T'étais autour des 1%, t'as dit? Un peu moins même. Un peu moins. Et cet été, j'ai eu l'impression de créer dans le vide en me disant, mais
pourquoi ça répond plus comme avant. Il y a du monde, en fait. mais j'ai pas l'impression qu'il y a une vraie discussion dans les deux sens, quoi. Complètement. Ouais. Et j'en ai parlé sur Instagram en disant, mais j'ai commencé à me dévaloriser, à me dire, bah en fait, ça plaît plus, ça y est, les gens, ils se lassent. Et je me suis dit, ben non, c'est juste que comme il y a un gros volume et que les posts ou les réels sont présentés d'abord à une petite portion, mais si dans le lot, il y a des personnes qui n'interagissent pas, ce ne sera pas présenté aux vraies personnes qui sont là et qui sont intéressées, en fait. L'algorithme. Et j'ai compris vraiment le sens du mot communauté en me disant, si je garde une plus petite communauté, mais avec principalement des gens qui sont réellement intéressés, elles ont plus de chances d'interagir et de permettre aux autres personnes qui, elles aussi, sont intéressées de pouvoir voir passer le contenu. Enfin, il y a eu un shift dans ma tête de me dire... On est plus sur le quanti, quoi. Pas du sur tout. Le quali, ouais. Et je me suis dit... Attends, il faut que j'arrête de me dévaloriser. Moi, si ça plaisait avant, pourquoi ça continuerait pas à plaire maintenant? Et il y a eu ce parallèle, tu sais, avec une plante, en se disant, quand tu as une plante, elle a du mal à pousser, et je l'ai dit en story, en disant, quand une plante a du mal à pousser, tu vas pas remettre la plante en question. Tu vas lui apporter plus d'eau, plus de lumière, plus de ce que tu veux, et t'es pas en train de dire, la plante, elle est nulle. Non, pas du tout. Et donc, moi, je me suis dit, on va revenir à l'essentiel. Peut-être juste que je suis pas orientée comme il faut, ou pas arrosée comme il faut, j'en sais rien. Mais revenir sur les bases, quoi. Donc, tu as fait un tri d'abonnés, c'est ça? Ouais. Tu peux nous dire en quelques mots comment tu as fait Déjà, j'ai beaucoup communiqué sur Instagram avant de le faire. J'ai profité vraiment de la rentrée. Donc, l'offre de rentrée était passée. Et j'ai profité de ce temps-là pour dire, voilà, j'ai fait le bilan de l'offre. Je veux faire un tri pour telle et telle et telle raison. Et puis, progressivement, je l'ai rappelé donc, en story, en post. Il y a eu énormément de personnes qui ont justement liké, commenté en disant, mais c'est toujours la course ou toujours plus, mais j'apprécie que toi, tu fasses la démarche en sens inverse. Et concrètement, comment je m'y suis prise, c'est encore en cours parce que ça prend beaucoup de personnes. Parce qu'on a j'ai démarré le tri, il y avait 12 000 abonnés. Et donc, c'est d'aller voir chaque profil. Je regarde le nombre d'abonnements de la personne. S'ils sont abonnés à trop de choses. S'ils suivent 3, 4, 5 000 comptes, je me dis il y a peu de chances qu'elle voit passer mon contenu. Ou au pire, vraiment j'essaie de me dire si je supprime la personne et si réellement elle était intéressée, alors peut-être que la vie fera bien les choses et qu'on lui représentera un réel à moi et qu'elle décidera de se réabonner à ce moment-là. Ensuite, je vais regarder le nombre de personnes qui sont abonnés à cette personne-là. Et parfois, je regarde quand tu as 0 publication, mais que la personne a 2000 abonnés, tu dis, c'est bizarre. Enfin, tu vois, il faut qu'il y ait un minimum de... Je veux bien que tu aies ton réseau et que ça puisse être ça reste un réseau social, mais bon, je supprime. Et je vais voir aussi dans l'activité partagée de chaque profil en me disant, est-ce que la personne a déjà liké? Est-ce qu'on a déjà échangé en message privé? Est-ce que voilà, c'est un nom déjà que je reconnais? Parce qu'à force, il y a des noms, des profils après, que je vois passer. Sur 10 000, même sur 6 000, pas forcément les 6 000 quand même. Mais non, pas les 6 000. Mais ouais, de prendre le temps de... Et vraiment, tout à l'heure, on disait d'attention et d'intention. Je sais pourquoi je fais ce tri-là, en fait. Et j'ai pas peur de retirer du monde. Peut-être que je fais une erreur, on verra dans quelques mois. Après, tu le fais aussi à un moment où tu peux te le permettre. Je pense que c'est aussi ce truc à dire aux gens qui nous suivent, c'est que toi, tu le fais parce que tu as un moment où tu as un volume de vente et en fait, ta problématique, elle est sur l'engagement. Donc, tu te dis, ça y est, j'ai suffisamment de gens qui me suivent pour en vivre, la preuve, c'est le cas. Mais il va falloir que je garde un bon taux d'engagement, donc en gros, une relation solide entre la communauté et toi pour que mon business continue de se développer. Sinon, tu vas être dans le piège de l'algorithme où en fait, tu as beaucoup de gens en quantité, mais l'algorithme va avoir l'impression que tu es moins en moins bien parce que tu as des gens qui sont moins qualifiés dans tes abonnés. D'où le point de se dire, le but, c'est pas d'avoir 40 milliards de personnes, mais d'avoir vraiment des gens intéressés. Donc, c'est un petit peu un point que je veux quand même soulever, c'est que, ça, comme tu dis, ça prend beaucoup de temps. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose si tu en ressens le besoin et si tu vois vraiment que ton engagement il est catastrophique. Oui, il y a des leviers qu'il va falloir faire pour que ça réaugmente. Mais il faut le faire que quand on a déjà une certaine quantité de gens et qu'on peut se le permettre, entre guillemets, quoi. Et il y avait aussi plusieurs idées là-dedans, c'était de me dire déjà dans la vraie vie, je suis plus à l'aise en petit comité que dans les grands groupes. Quand on est passé de 5 000 à 10 000 en 3 semaines... Ça fait peur. Mais c'était silence radio en story, je me sentais plus chez moi. Je me dis, mais Marion, attends, c'est un travail sur soi, hein. C'est pas évident. Bonjour, alors je veux juste vous dire, là j'ai un peu peur, mais je reviens. Et il a suffi juste de le dire et puis voilà, c'était reparti. Mais tu vois, où je me dis, mais il y a plein de gens que je connais pas. Et c'est vrai que ça m'a un peu déstabilisée. Et oui, vraiment avec ce côté lien, en fait. J'ai pas envie de parler dans le vide. Non, mais c'est important, notre taux d'engagement. De toute façon, même pour un business, très factuellement, il faut un bon taux d'engagement. Sinon, petit à petit, ton business va aller décrescendo. Parce que mathématiquement, tu vas te faire connaître auprès de plus de monde.
Ça, c'est assez logique et on te le souhaite parce que c'est ce qui fait qu'il y aura un returning aussi. Enfin, il y aura comment on appelle ça, un remplacement au niveau des clients. Il y a des clients qui vont arrêter d'acheter, puis il y a des nouveaux qui vont arriver. Donc, c'est logique, tu vois, tes enfants ils grandissent à un moment. Bon, bah, t'as plus besoin de matériel pédagogique ou quoi. Et puis, bah, il y a d'autres clients qui arrivent. Donc, forcément, il faut qu'il y ait des nouvelles personnes qui te découvrent. Mais trouver le juste équilibre entre il y a plus de monde, mais je suis toujours aussi connectée aux gens qui me suivent, quoi. Et comme on disait, je m'apprêtais à le dire tout à l'heure aussi, c'est que j'ai peur justement de renvoyer cette image de la marque qui est installée, qui est posée, qui en vit, et qui n'est pas justement cette proximité, parce que moi, la première, avec une créatrice, je me sens plus à l'aise à envoyer un message privé à une abonnée, enfin une créatrice qui a 2-3 000 abonnés, ou 5 ou 6 000. Qui a 150 000 ou 300 000. J'ai moins peur de déranger ou de me dire, mais je suis qui, moi, pour aller entamer la discussion avec cette personne, en fait. Et je veux qu'il y ait toujours ce côté proximité. Enfin, voilà. Ouais, non, mais c'est intéressant. Sur Instagram aussi, il me semble que tu utilises beaucoup Canva. Oui. Et que tu as été une experte Canva. Enfin, t'es une experte Canva. Est-ce que tu peux nous en dire 2-3 mots Mais en fait, j'ai découvert moi Canva. Donc aujourd'hui, on est beaucoup à utiliser Canva. Mais moi, je l'utilisais déjà quand j'étais enseignante pour mettre mes cours en fait en page. Et du coup, naturellement, quand il y a eu besoin de créer des posts, un feed Instagram, je suis passée sur Canva, par Canva. Et donc j'ai été ambassadrice Canva pour l'éducation en France, justement quand je faisais les vidéos pour utiliser les outils numériques, etc. J'avais été repérée par le community manager de l'éducation de Canva. Et du coup, je partageais les modèles d'activité. Et donc, c'était un système, voilà, un peu comme le nombre de vues sur YouTube. Tu vois, plus ton modèle est téléchargé, plus tu gagnes. Mais c'était dérisoire. Il y a eu plein de débordements. Il y a des ressources qui ont été publiées dans des magazines sans mon autorisation. Enfin, tu vois. Et j'ai dit non, je retire. J'arrête de le mettre en libre accès sur mon site internet. Je veux pas que ce soit juste, on vient se servir. Enfin, il y avait des fois, il y avait des commandes. La personne me prenait les 80 ressources pour 0. Et je me dis, mais en fait, je veux juste que la personne se pose la question, à quoi mon enfant s'intéresse en ce moment? Ok, je viens pour ça. Je me rappelle du nom. Le jour où il sera passé à autre chose, je reviendrai le télécharger. Ce sera toujours gratuit. Et c'est pour ça que j'ai mis les ressources payantes. Mais sans vouloir léser les clients qui étaient là, en me disant, mais eux, je veux continuer à leur offrir. Pour moi, ça va dans le prix de la création, en fait. Et donc, Canva, il y a eu cette idée-là de... je voulais que les gens apprennent à s'en servir. Et après, je me suis dit, il faut que j'arrête de trop donner. Donc voilà, je continue à l'utiliser au quotidien. Bah ouais, sur Instagram, j'imagine que c'est ton outil numéro 1. Toujours. Toujours. Est-ce que tu as des petits tips pour les créatrices qui nous suivent et qui veulent utiliser Canva Je dirais, quand tu utilises un modèle, souvent on me dit, bah oui, mais ça correspond pas trop à ce que je veux ou au niveau des couleurs. Tout est personnalisable et vraiment de se poser la question en regardant un modèle, qu'est-ce qui me plaît dans ce modèle-là? Est-ce que c'est le titre? Est-ce que c'est la mise en page? Et de ne pas hésiter à combiner 2 modèles ensemble. Très souvent, moi j'ai plusieurs onglets qui sont ouverts et de me dire là j'aime bien le titre, là j'aime bien la façon dont est découpée l'image. Et en fait, tu vas réussir à te faire ton propre truc, mais en t'inspirant de choses qui sont déjà créées et tu n'auras pas le même poste que tout le monde. Mais te poser la question, qu'est-ce qui fait que j'ai repéré ce modèle plus qu'un autre et pourquoi c'est celui-là que j'ai envie de venir personnaliser? Et rien que ça, le fait d'utiliser des modèles, c'est un conseil en soi parce qu'il y a beaucoup de créatrices qui ne savent pas qu'il y a des modèles sur Canva. Il y a des modèles qu'on trouve dans Canva, donc dans l'outil directement, on nous propose des modèles de mise en page, même des stickers, des éléments, etc. Mais aussi après, à l'extérieur de Canva, on peut très bien trouver des sites où il y a des ressources Canva à télécharger et qu'on peut uploader, donc télécharger dans notre outil Canva. Et ça fait gagner un temps de fou parce que aussi il faut se dire que, et ça c'est un truc souvent que je dis, c'est qu'en fait on n'est pas expert en web design, tu vois, et en fait je vois aussi souvent des personnes qui utilisent Canva, waouh, ça pique les yeux, quoi, tu vois, il y a des trucs il y a des trucs, c'est horrible à voir. Mais en fait, parce que les gens, ils n'ont pas eu de formation dans le web design. Moi, je me suis formée en autodidacte, mais je me suis quand même formée, renseignée sur les règles du design, la colorimétrie, tout ça pour essayer d'avoir des bases et de faire des visuels qui sont beaux et efficaces et agréables à lire. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne se sont pas formées et qui ne se forment pas et il n'y a pas forcément besoin. Mais du coup, utiliser des modèles parce que les modèles, ils ont été pensés en termes de répartition, en termes de taille de police, tout ça, il y a des choses aussi qui sont pensées pour que ce soit ergonomique. Donc oui, utilisez les modèles et n'hésitez pas à combiner plusieurs modèles entre eux pour créer votre petite popote et faire que ça vous ressemble, quoi. Mais
Mais tu vois, pour aller là-dessus aussi, quand je créais les modèles et que je les mettais dans la bibliothèque de ressources de Canva, on avait des normes à respecter, tu vois, les espacements, la police, de faire en sorte que ce soit vraiment réutilisable et pas juste prenez le document tel quel, mais personnalisez-le. Donc, ils sont vraiment créés avec cette idée-là et avec des normes particulières, comme tu dis, de police, de couleur, de ce que tu veux. Donc, de base, il a été créé et validé pour ça. Il y a une raison, quoi. Complètement. Et l'autre chose, c'est une fois que tu as trouvé, par exemple, un carrousel qui fonctionne bien, t'as pas besoin de réinventer à chaque fois que tu fais un post en fait. Moi je sais que mes carousels en général ils se ressemblent. Donc pendant un temps j'étais sur un format, là j'ai eu envie de changer un petit peu la typo, le machin, mais à chaque fois que j'en fais un, je reprends le même principe de slide. Il y a des photos de temps en temps, etc. Mais globalement, il n'y a pas besoin de réinventer systématiquement. Carrément. Et c'est ce qui fait aussi gagner du temps. Et je pense que c'est là où aussi on essaie de mettre son énergie, son temps au bon endroit. Il ne faut pas passer 40 000 ans sur un truc qui a très peu de valeur ajoutée, réutiliser le même template. Et c'est comme ça qu'on te reconnaît aussi, en fait. Ouais, aussi. Ouais, à force de voir passer la même mise en page. Ça crée une récurrence, carrément. J'espère que ça vous intéresse. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous utilisez Canva, si vous êtes sur Instagram aujourd'hui, si vous êtes à l'aise avec l'outil. Vraiment, dites-nous en commentaire, ça va être très intéressant de lire vos retours. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais bien que tu nous partages un peu des conseils que tu as envie de donner à d'autres créatrices, parce que je sais que cette vidéo va être regardée par beaucoup de créatrices qui sont dans ton domaine ou pas du tout d'ailleurs, peut-être aussi beaucoup de professeurs qui ont envie de se lancer. Est-ce que tu aurais des conseils à donner en termes que ce soit de se lancer, tu vois, des personnes qui n'osent pas se lancer, à créer leur marque, à se reconvertir en tant que prof, ou même après, une fois qu'on a son entreprise, qu'est-ce que tu as envie de transmettre aujourd'hui? D'oser. Oser parce qu'on n'agresse pas les gens en leur disant qu'on a des choses à vendre en fait. Vraiment c'est une main tendue et moi je crée ça. Est-ce que toi c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que tu en as besoin? Est-ce que tu y vois un intérêt? Oui ou non en fait. Et juste c'est une main tendue et c'est pas grave de se répéter, c'est pas grave de redire plusieurs fois les mêmes choses. Et vraiment moi j'avais ce truc de je vais intéresser personne, mais si en fait c'est juste que ça va venir, plus tu seras aligné, que tu sauras ce que tu as à partager, plus ça ira toucher les bonnes personnes. Faut pas avoir peur de... Vraiment, je sais qu'on entend beaucoup ce mot-là partout, tu vois, d'être authentique, d'être vrai, d'être... Mais vraiment, j'y crois en fait. Plus tu oses te dévoiler, plus tu vas aller toucher le client, ton client de cœur en fait. Et pour moi, c'est à ce moment-là que ça va matcher. Donc, peu importe le nombre d'abonnés en fait, juste si ça connecte, pour moi, c'est juste une histoire de rencontre. J'ai compris que la vente, c'est une rencontre entre la personne qui a quelque chose à proposer et la personne qui va l'acheter. D'ailleurs, dans l'Arsène Academy, je fais le parallèle avec les rencontres amoureuses. C'est vrai? Je suis pas tu vois, non, si, je suis là depuis le début. T'as peut-être juste pas... tu vois, alors c'est tellement intégré, voilà, tu vois. c'est intégré. Inconsciemment, ça a mis la graine en toi. Mais ouais, je fais un schéma de parallèle entre une rencontre amoureuse et une rencontre entre toi et ton client, justement, où il y a des échanges avant d'arriver à la vente, avant d'arriver au premier bisou par exemple. Donc voilà, oui, c'est comme tu vois finalement. Et c'est vrai que c'est ça, en fait, t'as bien résumé et je pense que c'est une rencontre. Donc il y a des étapes à passer et il faut les connaître en termes de stratégie de vente pour faire la bonne communication derrière. Mais oui, c'est ça, c'est une connexion quoi. C'est pas juste je suis un catalogue produit, donne ta carte bleue et achète. Surtout pas dans l'artisanat, il y a une vraie connexion qui se fait avec les clients et c'est important, ouais, carrément. Et puis dans le cadre d'une reconversion, en fait, vraiment se dire on n'est pas bon qu'à une seule chose. En fait, aujourd'hui, les diplômes que j'ai, oui, il y a une formation de base, mais concrètement, ce que je fais de mes mains, je l'ai appris par moi-même. Eh bien, je continue à regarder et à suivre des petites formations. Tu vois, par exemple, la broderie sur bois. Mais j'ai suivi un cours sur Domestika, sur la broderie. Alors, c'était pas avec le laser, mais tu continues à te former au fur et à mesure. Je suis convaincue qu'on a tous quelque chose qui nous a toujours plu, qui a toujours été plus ou moins là, des choses aussi peut-être qu'on aimait faire quand on était enfant sans se poser la question de pourquoi est-ce que j'aime ça, pourquoi... Je pense vraiment d'oser se poser la question parce qu'il y a un moment où on a installé dans son travail, dans sa routine, où on n'ose pas réellement se dire mais et si juste j'étais un peu en décalé de ma vie, tu vois. Et juste oser se poser les questions et je suis sûre qu'on a tous quelque chose. Si on n'est pas bien là où dans notre métier, on y passe trop de temps dans une journée pour y être malheureux et pour rester malheureux. Enfin, on ne doit pas subir sa vie professionnelle. Et je suis sûre qu'on a tous quelque chose à faire, soit juste en changeant d'entreprise, soit juste en changeant de voie. Pas forcément, tout le monde ne va pas devenir artisane ou créatrice, tu vois. Mais juste de se dire, il faut juste que je retrouve quelle est cette valeur-là, tu vois. Ou que je trouve, juste peut-être que je sais pas. Mais se poser les questions et s'autoriser justement cette introspection-là. Surtout pour rien regretter, quoi. Parce que tu vois, tu as vécu 2 burn-out, bon, ça a été le déclencheur chez toi, mais il y a des personnes qui passent toute leur vie
malheureux dans leur travail et forcément ça impacte forcément leur vie aussi. Et puis c'est trop tard, tu vois. Oui, alors c'est trop tard, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes dans l'Arsène Academy, moi je sais que arrivent 50, 60 ans, puis elles ont toujours rêvé de créer leur marque et en fait elles sont à la retraite, elles touchent une petite retraite et puis elles vont se dire ça y est, je lance mon auto-entreprise, tu vois. Et c'est beau de voir ça parce que comme il n'y a jamais, voilà, tant qu'on est là, il y a toujours des choses à faire, il faut aller au bout de ses projets. Mais c'est vrai que si on a ces questions qui arrivent dès la trentaine, dès la quarantaine, dès la cinquantaine, j'en sais rien, faut y aller quoi. S'il y a les questions qui arrivent, faut s'écouter, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Et profiter des reconversions, il y en a à tout âge maintenant, donc faut pas avoir peur quoi. Je pensais être faible de me casser la figure à 25 ans. Et je me suis dit non, c'est que j'avais suffisamment de force pour oser me poser ces questions et regarder en face en fait. Et de se dire oui, on peut subir tellement longtemps. Je pense que le corps parle. Et que tu vois, je travaille depuis que j'ai 16 ans, je bossais les week-ends en boulangerie, même sur l'année du bac, est-ce que tu veux. Pourquoi je suis tombée malade quand j'ai commencé à enseigner? Mais vraiment, il y a un moment, ton corps, si t'es pas au bon endroit ou pas, que tu fais pas le bon truc, juste tu te ramasses. Mais pour conclure un peu cette vidéo, est-ce que tu peux nous dire quels sont les projets pour Bout de Bois? Là, est-ce qu'il y a peut-être des nouveautés qui arrivent? Alors cette vidéo sortira probablement dans quelques semaines, le temps qu'elle soit montée. Mais pour la fin d'année, là 2025, est-ce qu'il y a des choses qui arrivent? Est-ce que tu peux nous dévoiler des petites informations? Je m'autorise de plus en plus à aller, comme je disais, plus vers l'énergétique. Je prépare une collection sur les animaux totems. Ok. Voilà. Et puis des petites idées pour début 2026. En 2026, on sera une année 1 en numérologie. Ah ouais, ok. Nouveau cycle, nouveauté. Ah ouais. Donc j'ai vraiment très très envie de ça. Oui. Ah ouais, trop bien, trop intéressant. On passe dans une autre sphère au niveau de ta créativité et de tes produits. Évidemment, merci en tout cas pour tout ton contenu, pour tout ton partage, c'est hyper riche. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire qu'est-ce qui vous a peut-être le plus marqué dans ton parcours. Peut-être qu'il y a des gens qui se reconnaissent aussi dans certaines choses que tu as partagées. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Je pense que Marion sera ravie de lire un petit peu vos retours et de voir ce qui vous a plu dans cette interview. On met les liens évidemment en description de ton site, de ton compte Insta, de tout ce qu'il y a à découvrir. Il faut aller s'abonner à la newsletter, n'hésitez pas. C'est là-bas qu'il y a les meilleurs avantages, a priori. En tout cas, merci Marion. C'était vraiment trop chouette. Donc, j'espère que cet échange t'a plu. On a un petit invité qui est dans le cadre, qui arrive pour clôturer cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, merci parce que c'était hyper intéressant. Merci à toi. C'était la première fois que je me prêtais à cet exercice-là. Mais merci aussi de m'avoir mise en confiance. Et je suis ravie d'avoir fait cette vidéo avec toi. Trop bien. Maintenant, tu vas pouvoir faire des vidéos YouTube tranquille. C'est ça. Bon, merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On espère que ça vous a plu. Abonnez-vous pour les prochaines et je vous dis à bientôt.